Il est désormais possible de faire des promotions à tout moment. Les entreprises de grande distribution ont la caution du gouvernement pour le faire, ce qui va permettre de lutter contre la cherté de la vie. Les orpailleurs ne respectent pas toujours les normes environnementales, ce qui contribue fortement à la dégradation des ressources naturelles. Nous reviendrons sur les enjeux du respect des principes du développement durable dans le secteur des mines, et c'est dans ce journal. Le meilleur artiste du coupé-décalé de l'année est connu depuis hier. Son nom a été dévoilé lors des Awards du coupé-décalé qui a sa première édition. Il s'agit de DJ Arafat. Madame, Monsieur, bonsoir. La population pourra faire ses achats à bas prix dans les entreprises de grande distribution. Ces entreprises pourront désormais faire des promotions à tout moment. L'État a signé des accords avec elles dans ce sens. Lutte contre la vie chère oblige. Sachez que les supérettes, les magasins en libre service, les supermarchés et les hypermarchés ne représentent que 15 à 20% du volume des ventes. Tous les commerçants sont unanimes. Le meilleur contrôleur de prix, c'est la concurrence. Et le gouvernement l'a bien compris. Outre les 2 périodes de solde dans l'année, des conventions sont signées avec des sociétés de grande distribution. Au lieu de venir à chaque fois demander l'autorisation pour une convention et chaque fois détailler le nombre de produits et tout, nous permettons à l'entreprise dans l'année de faire autant de promotions qu'elle le désire. Nous appelons le maximum de distributeurs à nous rejoindre dans les conventions de promotion de vente. La lutte contre la cherté de la vie reste l'objectif visé par ces conventions qui portent sur des produits ou des groupes de produits spécifiques. D'une manière générale, quand on fait des promotions, on baisse de 5, 10, voire même jusqu'à 15%. Et ça dépend aussi de la nature du produit. On baisse, il faut que les autres baissent aussi, nous suivent. Mais ça va nous amener plus de chiffres, ça va animer, ça va donner plus de l'ambiance pour tout le monde. Selon le ministre du Commerce Jean-Louis Billon, 20% de la consommation nationale proviennent de la grande distribution. En ouvrant le jeu promotionnel, le gouvernement favorise la concurrence loyale entre les entreprises et ce sont les consommateurs qui en bénéficient. La priorité doit être accordée à l'éducation pour atteindre les objectifs de développement durable. C'est en tout cas ce qui ressort du rapport mondial de suivi sur l'éducation 2016 de l'UNESCO. En Côte d'Ivoire, 22% du budget national devrait être consacré à l'éducation cette année, soit 1233 milliards de francs CFA au système éducatif. Cela avait été dit par le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, Abdourahmane Cissé, à Lima, au Pérou. Vous vous souvenez, lors d'un panel en 2015 organisé en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale FMI autour du thème une éducation de qualité pour une croissance équitable. Herman Niamé. Le nouveau rapport mondial de suivi sur l'éducation 2016 lancé par l'UNESCO montre bien le pouvoir de l'éducation pour aider à progresser dans la réalisation des objectifs mondiaux du programme de développement durable ODD à l'horizon 2030. Ce rapport alerte sur les défis importants qui devront être relevés pour atteindre les cibles en matière d'apprentissage. Si les États ont posé ont pris des actions importantes en matière d'accès à l'éducation, la question de l'inclusion et de la qualité de l'éducation reste des défis majeurs. Inclusion, défi en ce sens que nombre d'enfants en Afrique, ils sont encore près dans le monde, ils sont plus de 38 millions d'enfants non scolarisés. En Afrique, plus de 18 millions d'enfants non scolarisés. En âge scolaire, qui sont non scolarisés. Et en Côte d'Ivoire, ça avoisine le million d'enfants en âge scolaire non scolarisés. Ce rapport indique aussi que la qualité de l'éducation est en baisse dans nombre de pays, surtout en Afrique. C'est pourquoi il exhorte les pays à accorder une place de choix à l'éducation dans leurs différentes politiques de développement. Et en la matière, la Côte d'Ivoire fait partie des bons élèves. Je me félicite de voir que dans le rapport présenté par l'UNESCO, la Côte d'Ivoire fait partie des 50 pays au monde qui ont justement fait voter une loi pour rendre l'école obligatoire.
Évidemment, cela dénote que c'est vraiment une priorité, l'éducation et la formation. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, en tout cas, consacre une partie substantielle de son budget à l'éducation et à la formation des enfants de ce pays. Le nouveau rapport mondial de suivi sur l'éducation invite les États à renforcer le partenariat avec le secteur privé afin d'accroître l'offre éducative. Toute chose qui leur permettra de disposer de ressources humaines de qualité capables d'accélérer le développement. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui accordent une priorité à l'éducation, vous venez de le voir, et puis approuve la construction de 4 lycées d'excellence dans le pays prochainement. Cela est rendu possible grâce à sa coopération avec la Chine qui va décaisser 14 milliards de francs CFA pour lui offrir ces établissements ultra modernes. Le reportage de Grassa Kando. Bientôt, un lycée d'excellence ultra moderne à Grand Bassam. Cet établissement fait partie des 4 lycées de ce type qui seront construits et financés sous forme de dons par l'État chinois. Coût 14 milliards de francs CFA. Ces lycées vont contribuer à l'extension de l'offre éducative. Celui de Grand Bassam, d'une capacité de 1000 élèves, sera bâti sur une superficie de 14 700 mètres carrés. Avec la mise en service de ce projet, la coopération bilatérale dans le secteur de l'éducation sera renforcée davantage. L'État de la Côte d'Ivoire va former plus d'élites, tellement requis pour le développement du pays. Nous nous souviendrons et nous trouverons à chaque enfant qui réussira dans ce lycée une occasion de rendre hommage à ce grand pays frère, à la tradition multiséculaire qui sait valoriser l'homme. Les lycées d'excellence, dont le premier sera livré à Grand Bassam, nous aidera à atteindre notre objectif essentiel d'extension de l'offre éducative dans notre pays. La coopération sino-ivoirienne dans le secteur de l'éducation a permis la réhabilitation de 2 lycées à Anyama et à Touba. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a traduit la reconnaissance du gouvernement ivoirien au peuple chinois. Toutes ces réalisations s'inscrivent dans la politique de mise en œuvre de la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité en Côte d'Ivoire. Le 30 octobre approche à grands pas. Ce jour, les Ivoiriens vont voter oui ou non lors du référendum sur le projet de la nouvelle constitution. Le RDR milite en faveur du oui, vous le savez, et pour être fin prêt pour le vote, le Rassemblement des Républicains forme des responsables de comités techniques électoraux. Michel Degré était à la rue L'Épique où a eu lieu la formation. Une formation pour permettre à ces responsables des commissions techniques électorales de maîtriser tout le mode opératoire du scrutin référendaire. C'est tout l'enjeu de ce séminaire initié par le secrétariat général du RDR chargé des élections. Nous allons leur dire aujourd'hui quels sont leurs droits, leurs devoirs et la feuille de route que par rapport à ces droits et devoirs que nous allons leur donner. Et ensuite, nous leur donnons aussi également une armature morale pour bien tenir donc le bureau de vote le jour du scrutin. Pour Mamadou Soumaoro, les militants de son parti doivent focaliser leur attention sur ce référendum au cours duquel plusieurs défis devront être relevés. Le premier enjeu, c'est la bonne organisation de cette élection en tant que parti au pouvoir. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de la mobilisation, de faire en sorte que ce soit un événement populaire, une adhésion donc populaire. Et puis le troisième enjeu pour nous, c'est la maîtrise technique des opérations électorales. L'objectif des responsables du RDR est de faire mieux que le taux de participation de 56% du référendum de 2000. Le RHDP a organisé un point de presse pour expliquer pourquoi il appelle la population à voter oui lors du référendum sur la nouvelle constitution. Cette coalition politique veut mettre toutes les chances de son côté pour y arriver. Selon le RHDP, cette constitution va contribuer à la stabilité du pays et de façon durable. Sidonie Davila.
ce soir, samedi 20h. Le RHDP passe à la vitesse supérieure afin que le 8 l'emporte au soir du 30 octobre. Le point de presse animé jeudi après-midi par le président du comité ad hoc de la coalition sonne déjà la mobilisation pour une adhésion pleine et entière de tous à l'idée de bâtir une Côte d'Ivoire rassemblée et prospère. Le RHDP, sur la base de l'engagement citoyen, se donne donc les moyens de porter cette constitution au fin d'accompagner le président de la République et de mobiliser tous les Ivoiriens à adhérer à cette nouvelle constitution inclusive qui renforce la cohésion sociale. Pour porter ce message et également expliquer aux populations la nécessité d'aller voter le 8, bientôt les militants du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, seront déployés sur toute l'étendue du territoire. Il y a le meeting des jeunes le 15 octobre et à partir du 17, tous les après-midi, nous allons parcourir toutes les communes des districts et pour que tous les Ivoiriens se mobilisent. Le 22 octobre marquera l'ouverture de la campagne référendaire et ce jour-là, le RHDP annonce un méga meeting. Il sera animé par le président de la République, Alassane Ouattara, au stade Félix Houphouët-Boigny. Le président du comité ad hoc en charge de la mobilisation invite toute la population à se mobiliser afin d'y participer massivement. Le message que je leur envoie, j'aime mon pays, alors je vote la nouvelle constitution. Une campagne est menée dans le district du Oroba afin que le 8 l'emporte au soir du 30 octobre. Les populations adhèrent à cette vision. La sensibilisation a été menée par les cadres du village et en cela par les chefs traditionnels. Le reportage de Moussa Konaté. Une rencontre d'information des cadres du district du Oroba avec les ressortissants. Objectif, expliquer aux populations les raisons de la réforme constitutionnelle et aussi les inviter à voter oui le 30 octobre prochain au référendum. Tous les cadres du Oroba nous ont chargés de venir nous dire votez cette constitution à 100%. Et vous allez voter à 100%. Vous allez voter à 100%. C'est ce que nous cherchons. On doit voter plus de 90% la constitution. Un message qui sonne comme une mobilisation pour témoigner de leur attachement à la vision du président Alassane Ouattara. Nous sommes là pour le président Ouattara. Nous sommes ses chauffards. Déjà, je lance un appel à la jeunesse de dire oui au référendum. Les cadres du district du Oroba invitent les chefs de village, responsables de mutuelles, de jeunesse et de femmes à mener une sensibilisation de proximité pour un oui massif à ce référendum constitutionnel. Le oui à la nouvelle constitution était aussi au centre d'une rencontre à Lakota. Là-bas, le RHDP mobilise aussi pour voter pour la constitution à Boussanogo. Le 30 octobre prochain, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour l'adoption ou non d'une nouvelle constitution. Avant la campagne référendaire qui s'ouvre le 22 octobre, les partisans du oui, le RHDP s'activent déjà sur le terrain. À Lakota, c'est le départemental du parti des oufouettistes qui porte le combat. Cette constitution, comme nous avions l'habitude de le dire, est une constitution avant-gardiste qui préserve la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, des crises éventuelles. Cette constitution tient compte, n'est-ce pas, des chefs traditionnels qui désormais dans la constitution, qui sont des partenaires de l'administration afin qu'en amont, il y ait, n'est-ce pas, on prévienne, n'est-ce pas, les crises. Cantons, villages et hameaux ont été investis afin que le oui l'emporte. Jeunes, femmes et leaders d'opinion s'engagent. On a nos sœurs qui sont en Occident, qui peuvent venir et puis un jour être président de ce pays-là. Mais si on ne vote pas le oui et que demain on tient compte de certains articles de notre constitution, je pense qu'il y en a qui seront fort clos. Plus que partout ailleurs, Lakota a souffert. Je lance un appel à mes sœurs de voter le oui pour la tranquillité à Lakota. Le porte-à-porte, c'est la stratégie adoptée à Lakota afin de ratisser large en faveur d'une troisième république. Le départemental Abdoulaye Kouyaté et son équipe expliquent aux familles visitées les articles qui touchent à leur quotidien et à leur avenir. Le secteur minier représente 5% du PIB de la Côte d'Ivoire, mais force est de reconnaître que l'environnement a été dégradé par les orpailleurs dans cette course effrénée vers la manne minière. Les normes environnementales ne sont pas toujours respectées, ce qui contribue fortement à la dégradation des ressources naturelles.
Quels sont les enjeux du respect des principes du développement durable dans le secteur des mines? Michel Digré nous le dit dans ce reportage. Oui, tout ici, ce sont des champs de cacao, des palmiers qui ont été détruits au profit de l'or. L'exploitation artisanale de l'or s'est développée en Côte d'Ivoire au cours de ces 2 dernières décennies. 24 régions sur 31 sont touchées par l'orpaillage. L'activité mobilise 500 000 personnes dans les milieux ruraux. Ici, les normes de sécurité sont inexistantes. Les sols sont pollués du fait de la mauvaise utilisation des produits chimiques. Voilà. Et vous voyez, ça, ce sont des mercures. Les mercures. L'exploitation minière nécessite entre autres la prise en compte de préoccupations sociales et environnementales. En adoptant en 2013 un nouveau code minier en remplacement de celui de 1995, le gouvernement ivoirien entendait mettre de l'ordre dans le secteur tout en s'assurant que les acteurs respectent les principes de développement durable. Quand vous prenez le nouveau code minier, ça n'a rien à voir avec l'ancien code minier. Et ce nouveau code minier fait la part belle à la préservation de l'environnement, à la réhabilitation des sites qui ont été occupés. Le développement durable vise à concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement. Pour mieux comprendre les enjeux du respect des principes du développement durable dans le secteur minier, rendons-nous dans la région du Lodibois, plus précisément à Iri. C'est la mine d'or d'Agbaou qui nous ouvre ses portes. Ici, toute l'activité est régie par une vision, le respect des principes du développement durable. Nous travaillons selon les bonnes pratiques telles qu'exigées par les investisseurs. Nous travaillons selon les exigences de l'ISO 14001 pour la protection de l'environnement, de l'OCHE 18001 pour la protection de la santé et sécurité des travailleurs et du Code international de gestion du cyanure. Le service environnement s'assure que le cyanure utilisé respecte les normes de rejet. Toute l'eau du process est canalisée et fait l'objet d'une attention particulière. Sur les différentes digues, on a placé des différents piézomètres et puis chaque semaine, on va faire un monitoring, c'est-à-dire qu'on va faire une surveillance de tous ces piézomètres pour s'assurer qu'on ne retrouve pas de l'eau dans la digue qui pourrait affecter la stabilité de la digue et créer plus tard un éboulement et qu'on puisse retrouver les eaux du processeur en dehors de ce périmètre-là. La sauvegarde des espèces végétales et animales avant le début de l'exploitation des gisements reste une priorité. Chaque jour que Dieu fait, quand on découvre des serpents, on a des gars qui sont très bien formés à la capture des serpents. On vient les mettre dans la forêt. Avec l'équipe des chercheurs, ils nous ont suggéré des espèces en Côte d'Ivoire qui peuvent être répliquées ici. Effectivement, on les a commandées, on les a mis ici. Le respect des principes de développement durable est également une règle d'or dans la mine de Bonikro. Notre plan de gestion est guidé par les règles et lois applicables en termes d'impact tolérable et tout notre système de gestion tourne autour des moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Cela pour que dans le cadre de nos activités minières, nous ayons les meilleurs rapports avec les communautés locales d'un point de vue environnemental et social. Au niveau social, 2,5 milliards francs ont déjà été investis en faveur des différentes communautés autour de la mine. Ici, ce sont de nouvelles habitations pour relocaliser les villageois. Des centres de santé et des écoles ont également été bâtis. Avant, on n'avait seulement que 3 classes. Les 3 classes étaient divisées. On était obligé de diviser avec un plaqué pour pouvoir mettre les 6 classes dedans. Vraiment, ça ne nous arrangeait pas. Plusieurs activités génératrices de revenus ont été financées en faveur des populations. J'ai commencé avec au moins 5 têtes, mais aujourd'hui je suis à près de 135. On va avec les femmes, elles viennent prendre pour faire les coques au four. Quand on a les moyens, on va à Abidjan avec ça et puis bon, ça passe. La Direction générale du développement durable du ministère de l'Environnement est aux côtés des acteurs du secteur minier pour encourager le respect des bonnes pratiques.
Ensuite, notre ambition, c'est de pouvoir donc engager, accompagner les différents acteurs en Côte d'Ivoire dans un véritable processus de responsabilité sociale afin de pouvoir réaliser l'ambition de l'État de Côte d'Ivoire de devenir un État exemplaire et d'excellence en matière de développement durable. La prise en compte des principes du développement durable dans le secteur minier est plus qu'une exigence pour répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Face à la menace environnementale et sociale que fait courir l'orpaillage, le gouvernement ivoirien a annoncé au cours du Conseil des ministres du 20 juillet 2016 le déguerpissement de 429 sites et 66 interpellations. Les faussaires sont avertis. Il sera désormais possible de détecter les permis falsifiés et ce, grâce à une application d'un téléphone mobile. Cette application a été présentée aux policiers qui pourront bientôt l'utiliser. Découvrons-la avec Francis Bafou. À partir d'un téléphone portable configuré et doté d'une application du Centre de gestion intégré CGI, il est possible de vérifier l'authenticité des titres de transport sur toute l'étendue du territoire. Par exemple, au contact d'un permis de conduire en règle, vous avez toutes les informations, et cela en 30 secondes. En revanche, aucun indice sur l'écran quand le permis est faux. L'utilisation de cet outil de contrôle routier a fait l'objet d'une formation à l'attention d'une cinquantaine de policiers. Cet outil permettra à nos hommes d'être plus performants sur le terrain, en temps réel d'avoir un résultat. Et donc, je dis c'est l'amélioration des conditions de travail du policier qui est ainsi créée par cette structure. Cela nous permettra en temps réel d'enlever les permis inutiles sur le terrain. Pour le directeur général du Centre de gestion intégré, Ibrahim Koné, l'utilisation des technologies dans la sécurisation des titres du transport s'inscrit dans la vision du gouvernement. À partir du moment où vous avez un accès sécurisé à l'information, vous avez la possibilité d'améliorer votre capacité de réaction et d'améliorer vos capacités opérationnelles sur le terrain. C'est l'objectif de la réforme actuelle. Bientôt, cet outil qui permettra de traquer les faussaires des titres de transport sera officiellement remis aux policiers. Et puis des équipements et des fournitures de plus de 270 millions de francs CFA viennent d'être remis au CHR de Divo dans la région du Lodjibois, un don de la Fondation Solidarité pour tous. Ce don va améliorer la qualité des soins dans ce centre hospitalier. Le reportage de Thomas Guessambi. Ces usagers de soins de santé de la région de Divo n'en croient pas leurs yeux. Une forêt de matériel d'équipement pour le CHR de Divo. Un centre qui d'ordinaire présente un tout autre visage. Des lits électriques, des déambulateurs, des fauteuils roulants, la liste n'est pas exhaustive. Tout un lot de matériel d'une valeur de plus de 270 millions de francs CFA. La main qui l'offre s'appelle Fondation Solidarité pour tous. Pour sa présidente fondatrice, Fatima Solange Mabri, le geste vise à accompagner les efforts du gouvernement pour un meilleur accès des populations aux soins de santé. Je voudrais vous inviter, notre partenaire, le CHR de Divo, à faire bon usage du matériel remis en servant avec dévouement et abnégation nos braves et vaillantes populations. Je voudrais également en appeler au sens de partage et de solidarité. Et le personnel du centre conduit par son directeur et Dr Famoussa Koulibaly, vice-président du conseil régional du Lodjibois, président de la cérémonie, et le préfet de région n'ont eu d'autres mots que des mots de gratitude à l'occasion. Madame la présidente de la fondation, quand je regarde derrière moi, ce matériel, nous n'avons même pas ça dans la plupart de nos structures sanitaires. Si vous nous avez envoyé, c'est parce que nous en avons besoin. Et je voulais encourager tous ceux qui vont nous aider à le faire. En s'imprégnant par la suite de ce que le centre présente comme service, il est apparu nécessaire au bout du compte pour Solange Mabri et sa fondation de signer une convention de partenariat avec le CHR de Divo.
Les Nations Unies s'inquiètent devant la multiplication des incidents et des attaques visant l'acheminement de l'aide d'urgence aux sinistrés de l'ouragan Matthew qui a ravagé Haïti la semaine dernière. La colère monte chez certains habitants des zones isolées. Plusieurs convois humanitaires ont été bloqués par des barricades et dans quelques cas pillés sur la route nationale traversant la péninsule sud. Les casques bleus sénégalais ont fait usage de grenades de gaz lacrymogène contre lesquelles les habitants ont répondu par des jets de pierre. Retraçons les faits marquants de la semaine en Afrique. L'actualité a tourné autour de la visite de la chancelière allemande au Mali, en Éthiopie et au Niger. La libération de 21 lycéennes de Chibok au Nigeria était aussi au cœur de l'actualité africaine. Ailleurs dans le monde, en Thaïlande, la mort du roi. Flashback donc sur l'actualité dans le monde avec Sidonie Davila. L'Allemagne veut renforcer sa présence militaire sur le continent. La chancelière Angela Merkel était au Niger lundi. Elle y a annoncé sa volonté de construire une base militaire à Niamey pour aider à lutter contre le terrorisme dans la sous-région. Mauvaise nouvelle pour le constructeur sud-coréen Samsung. Alors que son nouveau produit phare, le Galaxy Note 7, s'annonçait comme un succès sans précédent pour la marque, un problème de batterie combustible a contraint la firme à suspendre ses ventes mardi. Les députés burundais ont approuvé le mercredi le projet de loi prévoyant le retrait de leur pays de la Cour pénale internationale. Le test sera présenté au Sénat avant d'être promulgué par le président Pierre Nkurunziza. 21 lycéennes de Chibok qui avaient été enlevées par Boko Haram il y a plus de 2 ans ont été libérées ce jeudi. Les conditions de libération de ces jeunes filles font polémique. Les autorités nigérianes ont toutefois démenti avoir procédé à un échange de prisonniers avec le groupe terroriste. La Thaïlande pleure son roi, le plus vieux monarque en exercice. Bhumibol est décédé jeudi à l'âge de 88 ans. Son fils, le prince héritier, devrait lui succéder. Un deuil national d'1 an a été décrété. Vendredi, le gouvernement israélien a annoncé qu'il suspendait sa coopération avec l'UNESCO. Israël accuse l'UNESCO d'apporter un soutien immédiat au terrorisme islamiste. Cette décision arrive au lendemain d'un vote dénoncé en Israël comme niant le lien historique millénaire entre les Juifs et Jérusalem. Silence et recueillement samedi à Nice. 86 roses blanches au centre d'une fontaine éphémère, la France a rendu un hommage national aux victimes de l'attentat du 14 juillet. Le président de l'archipel des Seychelles, James Michel, passe la main ce dimanche soir à Danny Faure, son vice-président à la tête des îles Seychelles. C'est donc ce dernier qui va terminer ses 4 ans et demi de mandat. James Michel avait démissionné le 27 octobre après la défaite de son parti aux législatives de septembre dernier. Ici en Côte d'Ivoire, le meilleur artiste du coupé décalé de l'année est connu depuis hier. Son nom a été dévoilé lors des Awards du coupé décalé qui est à sa première édition. Il s'agit de DJ Arafat. Sachez aussi qu'une vingtaine de prix ont été décernés aussi aux meilleurs artistes masculins et féminins. Sita Soro. Le vainqueur, DJ Arafat. La messe est dite. DJ Arafat, sacré meilleur artiste du coupé décalé de l'année, en plus d'être celui de l'artiste masculin. Prix reçu aux awards du coupé décalé, cérémonie de distinction des meilleurs artistes de ce genre musical. Un prix dont l'artiste se félicite. Je suis très content et aujourd'hui je dédie ce prix à tous mes fans du monde entier, car c'est eux qui ont voté, c'est eux qui savent le travail que je fais. Outre ce super prix, d'autres prix ont également été décernés, notamment celui de la meilleure chanson 2016, prix remporté par Serge Beno, qui du reste remportera 2 trophées au cours de cette soirée. Claire Bailly, quant à elle, elle désignait l'artiste féminine de l'année.
Je suis très heureux d'avoir reçu ces 2 prix et je voulais dédier à tous les fans du Coupé Décalé, à tous les fans de Serge Benoît et à Feu Douksaga pour ce qu'il a permis que le Coupé Décalé soit ce qu'il est aujourd'hui. Merci à ces personnes qui ont eu l'idée de créer cet événement, c'est-à-dire les awards du Coupé Décalé. La dernière fois, c'était les Oscars de la musique ivoirienne. J'ai été lauréate. Aujourd'hui encore, meilleure artiste féminine du Coupé Décalé. Ce que ça me fait, c'est waouh. Ce sont environ une vingtaine de prix et de distinctions qui ont été attribués au cours de cette cérémonie, tels que celui du meilleur artiste de la diaspora, du meilleur concept, de la plus belle voix, du meilleur clip vidéo et du DJ de l'année, pour ne citer que ceux-là. Pour toutes les actions en faveur du Coupé Décalé, le ministre Ahmed Bakayoko, représenté à cette cérémonie par son directeur de la communication Bazmouna Koulibaly, ainsi que Didier Blehou, actuel directeur de RTI 2, sont aussi distingués. Le coup de cœur de la soirée a été le prix spécial attribué au fils de Douksaga en hommage à son père, lui, le père fondateur de ce concept. Voilà, Didier Arafat, meilleure artiste du Coupé Décalé, la meilleure artiste féminine, Claire Bailly. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.